Salut, c'est encore Gabriel. Donc on se retrouve pour la deuxième moitié de cette vidéo qui va être consacrée à l'explication du grand tableau uniquement. Si vous tombez sur cette vidéo à tout hasard, je vous conseille de regarder en premier la première partie qui est dédiée à l'explication de l'utilisation du grand plateau. Je verrai si je peux pas la mettre en lien quelque part, je sais pas trop comment on fait. Voilà. Toujours est-il que cette vidéo n'est qu'une suite de la précédente, donc c'est vraiment important, je pense, de pouvoir les regarder dans l'ordre si vous voulez suivre. Là, on va parler donc du grand plateau à 36 cartes. Je le rappelle, on a aussi la possibilité, avec l'autre côté du tapis, de l'utiliser version 54 cartes, mais pour beaucoup de raisons, et surtout des questions de simplicité, je préférais rester sur un 36 cartes. Voilà, j'essaie de recentrer un peu. Alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, l'usage du plateau. Dans le livre, j'en parle dans le tirage à 54 cartes, dans ce grand tableau-là, parce que justement j'avais envie de pouvoir vous expliquer toutes les cases, toutes les cartes, et de prendre le temps de le faire avec un gros tirage d'exemples, magnifique, où là vous avez effectivement quand même pas mal de pages qui vous expliquent à chaque emplacement ce que chaque carte aurait pu donner dans le tirage que je propose. Donc on a quand même voilà, quelque chose d'assez long, vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu le faire en vidéo. La version à 36 cartes, pareil, où je donne aussi un exemple. Dans le livre, je ne parle pas, dans la version à 36 cartes, de la lecture du plateau, je parle de la lecture en tableau. Alors c'est différent, puisque là on ne s'attaque pas à lire les mots-clés qui sont sur le plateau, contrairement à ce que je viens de vous montrer en vidéo dans la première partie, mais on va plutôt regarder tous les éléments qui constituent un tableau. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors on va regarder un petit peu ce parallèle. Donc je l'expliquais tout à l'heure dans la première vidéo. Là, l'élément le plus important dans un grand tableau, c'est de situer la carte du consultant. Donc dans cette version-là, je vous ai dit que j'utilisais la carte du consultant à titre d'exemple, mais si vous choisissez de ne pas l'utiliser, vous avez bien sûr le monsieur ou la dame, enfin donc le chevalier ou la fée, qui vont représenter un homme ou une femme. Voilà, ça c'est un choix, mais personnellement, je préfère utiliser la carte du consultant, qui nous laisse ces deux autres personnages comme étant des personnages extérieurs à la consultante ou au consultant. Donc ici, cette carte était recouverte par la carte du trèfle et placée sur la case de la faux. Et c'est la première chose importante à regarder, c'est où est placée la carte de la consultante, puisque non seulement ça nous indique l'instant présent, mais ça nous indique aussi ce qu'elle vit au jour le jour. Donc là, on avait bien vu, la faux, c'était quand même une transformation assez radicale, mais recouverte par le trèfle, c'était une opportunité, ce qui nous est confirmé ici, puisque la faux tombe sur la case de la clé qui est juste en dessous, qui nous parle de victoire. Donc voilà, là déjà on a un bel écho. Mais ça, c'était ce que je vous ai expliqué à la vidéo d'avant, donc je vais pas y revenir. Ah puis si, je voudrais quand même préciser un petit truc. Lorsque, je vous disais la carte du consultant, je la remettrai là après, hein. Lorsque la carte du consultant apparaît, elle indique la datation. On est bien sur l'instant présent. La ligne où apparaît la carte du consultant, c'est la ligne la plus importante en général. On va dire un peu comme quand on fait un tirage avec les couvertures, on a l'axe principal ici, et ensuite au-dessus et en dessous, on a les couvertures qui vont préciser un petit peu les choses. Là, on pourrait par exemple se dire que dans l'axe principal de la consultante, on a une période un peu ralentie qui est une opportunité pour se déployer et retrouver son dynamisme, l'énergie, par rapport à son foyer où elle se sent protégée, peut-être même par un homme, puisque dessous on a la carte du chevalier, et que ses réflexions par rapport à sa vie sentimentale vont être quand même communiquées de manière plus sage. On peut le faire comme ça, puis ensuite faire des couvertures avec les cartes qui sont en dessus et en dessous. La hauteur de la carte du consultant nous indique aussi s'il est plutôt libre de ses choix, car rien n'est au-dessus de lui, ou s'il croule sous les circonstances extérieures. Plus la carte va être basse, plus il va y avoir des influences extérieures dans la vie du consultant, plus la carte du consultant va être haute, plus cette personne sera libérée de charges extérieures, mais par contre, plus sa vie intérieure sera importante. Autre chose aussi, les diagonales, un peu comme un carré de 9, vont nous parler des influences. Les influences passées, qui influencent directement la situation présente de la consultante, et les directions que prennent ensuite les choses. Donc ça, ce sont des influences extérieures, ce sont des possibilités. Et là où je voulais en venir, c'est que souvent on est très embêté lorsque la carte du consultant arrive dans cette colonne. Bah oui, parce que là, du coup, on ne peut parler que de son passé, voire de son présent vraiment présent tout de suite. Et c'est souvent frustrant quand ça arrive, et ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Les cartes, elles communiquent d'une ligne à l'autre. Cette carte-là, je vais décaler un tout petit peu le plateau,
Voilà, pour vous montrer. On a dit donc que cette case était dans la continuité liée à celle-ci. On a dans le livre une explication schématique, parce que moi je m'étais embêté à essayer de trouver des mots, et mon éditeur a trouvé qu'une image valait 1000 mots. Voilà. Vous comprenez maintenant ? L'idée, elle est toute bête, c'est simplement que vous avez la possibilité d'interpréter cette carte avec celle-ci, donc de la prendre et de la mettre là, cette carte avec celle-ci, donc de la prendre et de la mettre là, pareil avec celle-ci, ici, et pareil avec celle-là, qui du coup nous ramène à la première. Et en faisant ça, vous avez la possibilité, même si votre carte du consultant arrive en tout dernier, dans la dernière colonne, vous avez quand même la possibilité d'avancer un petit peu, de voir un petit peu la suite, un minimum. On peut même s'amuser à le faire, même quand la carte du consultant arrive ici. Si on veut voir encore un petit peu plus loin, c'est pas impossible. Mais partez aussi du principe que les bords du plateau, que les bords de votre tableau, sont des cycles. En général, quand on arrive à la dernière colonne, c'est qu'on clôt un cycle avant d'en démarrer un nouveau. Et parfois, ça peut être sympa de se spoiler un petit peu et de regarder ce qui peut arriver par la suite. D'où l'intérêt de pouvoir faire ceci. Après, c'est une possibilité et en rien une obligation. Mais c'est quelque chose qui arrive. Autre petite précision, lorsque la carte de la consultante arrive en toute fin, ne cherchez pas à refaire un grand tableau. C'est que le grand tableau ne vous parlera pas. S'il a décidé de faire apparaître la carte en dernière colonne, c'est qu'à ce jour, le passé de la consultante est beaucoup trop important, et encore, elle traîne encore trop son passé pour pouvoir commencer à se pencher sur son avenir. Donc c'est déjà un message en soi. Là encore, la hauteur aussi de la carte pourra vous dire si la personne est plutôt en train de crouler sous des circonstances malgré elle, ou si elle choisit de vivre justement ce ralentissement en bloquant des 4 fers. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir conscience. Mais quand la carte de la consultante ou du consultant arrive en toute fin, ne cherchez pas à refaire un grand tableau, déjà vous allez perdre du temps pour rien. Moi ce que je faisais dans ces cas-là, c'est que déjà je sortais donc une colonne supplémentaire comme je viens de vous le montrer, et ensuite, je faisais plutôt un tirage astrologique. Tirage astrologique, c'est un tirage qui est très connu avec tous les jeux de cartes. J'en explique ma version dans le livre. Et c'est un tirage qui est suffisamment complet et qui parle de différents domaines de la vie du consultant. Et donc, ça permettrait en général, ça permet, quand les grands tableaux ne parlent pas, d'avoir quand même quelque chose qui détaille la vie du consultant ou de la consultante. Donc voilà, ça c'est ma petite idée. Donc, ce qui est important quand on arrive à... Je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre d'abord... Voilà, je vais mettre au-dessus pour qu'on la voit mieux. Ce qui est important d'abord, c'est de regarder la colonne où se trouve la carte du consultant ou de la consultante, parce qu'elle va nous parler du présent. On est sur une carte qui, là, nous indique la colonne de l'instant. Comme je disais, ça peut être une période d'un mois, une semaine, un jour, tout dépend de vos conventions. Moi, généralement, c'était plutôt un mois, on va dire. Et là, vous avez une colonne qui vous indique ici, maintenant. Là, vous avez son passé, là, vous avez son futur, et là, vous avez son instant présent. La ligne qui est ici, comme je le disais tout à l'heure, est bien sûr la ligne la plus importante, puisque là, on a vraiment la possibilité de raconter ce que la consultante ou le consultant vit dans le côté concret. Après, on peut imaginer au-dessus plutôt ses pensées ou ses circonstances extérieures, et en dessous, plutôt son vécu interne. Donc, voilà, ça c'est vraiment le plus important, de se focaliser par rapport à cette carte. Une fois qu'on a trouvé la carte de la consultante ou du consultant, il convient de faire un petit exercice que vous avez, je l'espère, déjà fait, c'est le carré de 9. Je vous ai sorti un exemple en vidéo où je vous explique comment faire un carré de 9 autour d'un thème choisi, en choisissant peu importe la carte. Voilà, et là c'est tout l'intérêt. Vous avez la carte du consultant qui est là, ou de la consultante, on a dit que c'était une consultante pour ce faux tirage, et là on va regarder, on va faire un petit carré de 9. Je vous le réexplique pas dans le détail, je vais le faire en bref. Donc là, on voit qu'effectivement, des circonstances passées où elle a pas mal réfléchi, pas mal de réflexions. On sent que la consultante, quand même, s'interroge beaucoup sur son individualisme, le besoin peut-être de trouver un peu plus sa voie, de penser un peu plus à elle, et c'est quelque chose qui va quand même s'apaiser avec le temps, puisqu'on voit que la solution ici est extrêmement positive, même si dans son avenir proche, on a quand même dans cette ligne-là quelque chose qui va un peu ralentir. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a donc, je rappelle, le plan concret, inconscient et les pensées. On a
Ce qui va un peu bloquer au niveau de l'évolution de la consultante, ça va être plutôt son plan concret, son plan matériel, qui va un petit peu la ralentir. On voit que ses pensées auront peut-être tendance à être un peu lourdes aussi. Même si ça reste dans une quête de stabilité, on peut dire que l'ancre dans cet emplacement-là, c'est aussi quelque chose d'un peu lestant par rapport à ce besoin de légèreté, qui va plutôt venir de l'inconscient. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut être capable de dire que la consultante est dans une période de grande transformation, puisqu'elle est quand même sur la carte de la faux, mais que c'est une opportunité, puisqu'il y a le trèfle par-dessus, qui va la mener en fait à lâcher un peu ses angoisses lourdes et pesantes qui ralentissent un peu sa vie pour trouver un petit peu cette espèce de légèreté dont elle a besoin. Et en plus, juste avant, on a bien la meilleure carte du jeu qui apparaît aussi sur la ligne de l'inconscient, donc ça correspond plutôt bien. Et ce carré 9 déjà nous permet d'en apprendre énormément. Une fois que vous avez réussi à établir votre carré 9 autour de la carte du consultant, eh bien vous pouvez faire exactement la même chose autour de n'importe quel thème. Sa vie relationnelle par exemple. On peut établir un carré 9 autour de cette relation. Donc là, on peut dire qu'il y avait des choses qui avaient été cachées, ou qu'elle pensait peut-être dissimuler intérieurement, liées à son plan au niveau du foyer, quête de bien-être. Aujourd'hui, on a quelque chose qui espère une solution, même si ça ronge encore un petit peu. On voit qu'il y a peut-être encore du boulot à faire, hein. Le roi de carreau, on n'est pas très émotionnel, puisqu'on est quand même plus sur l'activité. Besoin de communiquer, un sentiment d'absence. Donc là, on voit que le plan sentimental, il y a possibilité que ça s'améliore, mais il y a peut-être encore un peu du boulot dessus. Par exemple, après, on peut s'amuser avec la forme du diamant, si on le souhaite, regarder les influences extérieures, etc. Mais déjà, globalement, on peut avoir des influences par rapport à ça. Et comme j'expliquais au tirage précédent, on peut aller plus loin en regardant où cette carte est placée. Donc la case, elle est juste là, hein, la carte des anneaux, elle est là, avec le rat, et rebondir ensuite de carte en carte pour compléter un petit peu ce carré de 9. On peut faire la même chose par rapport à cette question de livre, cette faveur tendue, de quoi il s'agit, les pensées de la consultante par rapport à ça, l'issue finale, son avenir par rapport à cette question, etc. Ce qui peut être aussi assez intéressant, c'est de regarder les rapprochements et écartements des cartes. Tout ce qui va être très près de la carte du consultant, ça va être des choses qui vont lui arriver rapidement. Les bonnes comme les moins bonnes, ça va l'impacter tout de suite. Ralentissement, stabilité, paix, là on est vraiment sur quelque chose de vraiment instantané. Hein. La passion, les pensées, tout ça, toutes ces cartes-là qui gravitent vraiment autour de la carte du consultant, elles ont un impact essentiel. Et plus on va s'éloigner, et plus les cartes vont être de moindre influence. Par exemple, cette grosse transformation, ce sentiment de solitude, c'est quelque chose qui est très loin de la carte du consultant. Il y a beaucoup d'étapes pour y arriver. Et on peut même s'amuser à regarder les chemins qui peuvent mener progressivement à cette carte, ou même le faire en zigzag, ou comme on le sent. Mais il y a possibilité de ça. Par exemple, qu'est-ce qui sépare la consultante de sa relation ? Eh bien, on voit ce cheminement qu'elle a à faire, qui l'amène à ça. Et on peut le faire pour le travail, on peut le faire pour énormément de choses. Donc ça, c'est pour ce qui est de développer petit à petit ses émotions personnelles. Ah oui, ça je le précise aussi, mais pour moi, le valet de cœur, donc le cœur avec les ailes, les sentiments, vont représenter l'émotionnel de la personne, et les anneaux vont plutôt représenter sa relation. Donc ça pour moi, ça peut être une carte d'amour, d'invitation sentimentale, de flirt, etc. Mais dès qu'il s'agit d'une relation, j'ai plutôt tendance à choisir la carte des anneaux. Après, là encore, chacun fait un peu comme il veut. On peut aussi regarder les angles qui vont nous parler du contexte global, des influences extérieures, comme on a pu le faire dans les carrés de 9 en fait, où on va regarder les angles pour voir ce qui gravite un petit peu autour de la carte de la consultante. Le milieu du tirage, ces 6 cartes-là, qui sont ici, nous parlent en général du nœud du tirage. C'est la partie centrale qui est la plus importante à interpréter dans la consultation. On est vraiment sur quelque chose qui est essentiel. Tout ce qui gravite là, ça a un rôle majeur dans tout le reste du tableau. Peu importe l'implication, enfin la datation par rapport à la carte du consultant, ces 6 cartes-là, elles jouent un rôle majeur. C'est très important d'y apporter particulièrement d'attention. Et dans ce cas précis, en plus, on a la carte de la consultante qui tombe pile dedans. Donc on a bien quelque chose qui se joue là maintenant. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'a pas eu ce cas de figure, mais ça arrive parfois qu'une carte tombe sur son propre emplacement. Là, elle se suivait un petit peu. On était quand même sur des cartes qui étaient pas loin les unes des autres. Hein. Là, par exemple, la carte de la clé qui est juste avant son propre emplacement. Mais si on avait eu ce cas de figure-là, par exemple, si on avait eu la clé sur son propre emplacement, là, c'est un phare qui est vraiment un coup de projecteur sur cet emplacement. Lorsqu'une carte arrive sur sa propre case, sa signification est forcément amplifiée, elle est multipliée, elle prend un sens beaucoup plus fort et elle devient dominante dans
tout le jeu. On peut l'avoir aussi, ouais c'est bien ça, les anneaux qui étaient juste là. Si on a par exemple les anneaux qui tombent sur leur propre case, bien le plan relationnel est extrêmement important. Et ça peut apporter aussi des indications assez sympas. J'ai déjà vu dans certains tirages presque la moitié des cartes tomber sur leur propre emplacement. C'est des choses qui arrivent quasiment jamais. Et du coup, on peut avoir certains moments ou certains tirages où les cartes, elles arrivent à leur propre emplacement. Par exemple, la carte du chat, qui joue un rôle assez important, si elle était tombée sur sa propre case, eh bien, elle aurait été encore plus importante. Pareil pour absolument tout. Si on a par exemple l'attention qui apparaît sur son propre emplacement, on peut s'imaginer que la personne elle est vraiment très stressée, hein. En plus là elle sait que c'était pas loin parce qu'elle était juste là, mais si l'épée tombe sur la case de l'épée, on peut dire direct que là la personne elle a un petit nœud à l'estomac, hein. Elle est pas forcément très bien en ce moment et va falloir se détendre, il y a quelque chose qui bouillonne un peu trop. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui arrive régulièrement lorsque des cartes tombent sur leur propre case, on amplifie, on multiplie leur valeur et leur signification. Donc ça, c'est vraiment ce qui est pour le principal. Là, j'ai préféré diviser cette vidéo en 2 parties parce que il y a d'abord l'application du plateau qui est très simple et très ludique puisqu'il suffit simplement de lire ce qu'il y a sur le plateau. Mais ensuite, dans cette deuxième partie, je voulais quand même revenir un peu plus au fondement et réexpliquer comment les tireurs de cartes utilisent habituellement le grand plateau, le grand tableau sans forcément utiliser de plateau. Excusez-moi, ça me fait des nœuds au cerveau. Du coup, c'est vraiment cette espèce de façon de gérer un peu les choses autour de la carte du consultant et ensuite autour de différents sujets, de différents domaines. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est juste une gymnastique. Après, je l'ai fait un petit peu dans les illustrations d'exemples hein, sur les tirages. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai supposé que la carte de la consultante arrivait ici, et j'ai mis un peu en lumière cette espèce de croix, donc son instant présent et sa ligne. J'ai fait la même chose dans le tirage d'exemple à 54 cartes, où on a la carte du consultant ici, j'ai mis en évidence, en lumière, on va dire, cette colonne et cette ligne. Et personnellement, par l'expérience, quand je regarde un jeu, une fois que j'ai situé la carte de la consultante ou du consultant, j'ai cette espèce de croix-lumière qui apparaît. Et je vois tout de suite vraiment les lignes les plus importantes à interpréter, les diagonales aussi bien sûr, qui permettent quand même d'avoir des influences extérieures passées et les directions à venir, mais surtout cette avancée temporelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je vous le disais, ensuite, vous pouvez interpréter principalement cette ligne-là avant de faire vos carrés de 9, pour interpréter vraiment ce qui va arriver dans le concret pour la consultante, et puis vous laisser un petit peu influencer par les couvertures, on va dire, qui sont de chaque côté. Voilà, si vous avez regardé la vidéo sur les couvertures, vous saurez un peu mieux ce que je veux dire. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Mais voilà, ça c'est vraiment un tirage qui est super sympa à faire. Bien entendu, c'est un tirage sur lequel on ne s'amuse que quand on maîtrise un minimum. Si vous n'avez pas encore réussi à maîtriser les carrés de 9, si vous avez du mal à nuancer les cartes en elles-mêmes, si vous avez peut-être des difficultés à on va dire, à voir le côté positif ou négatif de chaque carte, ou à voir comment les adapter à différents domaines, continuez à faire d'autres tirages un peu plus simples, ou sinon contentez-vous peut-être de lire juste les cases comme je l'explique dans la première vidéo. Et c'est vrai que ça peut devenir presque un jeu, hein, c'est comme un jeu de loi, on va dire, où chaque case veut dire un truc, et ce qu'on pose dessus nous apporte des significations spécifiques. Donc voilà, c'est vraiment un peu un travail progressif, mais arriver au grand tableau, c'est un peu l'aboutissement d'un apprentissage par rapport au jeu de cartes, hein. C'est pour toutes les personnes qui utilisent le petit Lenormand ou le Keeper, généralement on fait nos armes avec des jeux un peu plus modestes, et puis quand on arrive au grand tableau, on est très content. Sachant donc ici, c'était la version à 36 cartes, et qu'au dos de ce plateau existe la version à 54 cartes, comme je vous l'ai montré, pour utiliser la totalité du jeu si c'est la version que vous utilisez. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ce tirage qui reste complexe, qui reste long, mais qui est surtout hyper intéressant. Moi, en moyenne, quand je faisais des consultations, le tirage en grand tableau à 36 cartes me prenait entre 15 et 20 minutes d'interprétation. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, sachant que j'interprétais et les cases et le tirage en lui-même, comme je viens de vous le montrer sur 2 vidéos. Donc là, je vous l'ai fait en version longue, en version détaillée, mais partez du principe que, encore une fois, la cartomancie classique, il n'y a pas besoin d'épiloguer, on va vraiment à l'essentiel, donc ne cherchez pas à rentrer trop dans les détails quand vous faites, même quand vous faites vos carrés de 9, hein, faites des phrases avec des mots.
juste des mots comme ça qui sortent des cartes, et construisez un peu votre histoire comme ça. Mais si vous voyez que vous dépassez une demi-heure sur ce tirage-là, c'est que vous allez peut-être un peu trop loin. Mais amusez-vous, prenez votre temps, cherchez pas à aller trop vite non plus, mais ne cherchez pas à trop développer, parce que là on est vraiment sur des tirages qui sont faits pour être généraux, et ensuite on pourra utiliser d'autres tirages pour être plus précis s'il y a des questions, des choses comme ça. Donc allez-y progressivement, mais dites-vous que les tirages en grand tableau c'est top pour faire un tour d'horizon. Si vous avez par exemple qu'un seul tirage à faire à une personne, faites-lui celui-là, parce que vous aurez énormément d'infos. Ou sinon, pour un anniversaire, ça peut arriver d'offrir un tirage à quelqu'un pour son anniversaire si la personne le veut. Eh bien ça, c'est typiquement le genre de choses qui pourrait l'accompagner sur toute l'année qui suit. Bon, après, en fonction de l'emplacement de la carte du consultant, parce que si au moment du tirage elle apparaît là, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à dire sur l'année qui suit. Mais bon, dans ces cas-là, comme je le disais tout à l'heure, faites un tirage astrologique et ça comblera le manque. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai pas oublié grand chose, mais retenez que le grand tableau, c'est une méthode de tirage qui peut paraître très compliquée, et qui en fait est extrêmement simplifiée par le plateau que j'ai choisi de créer. À ma connaissance, il n'en existe pas des comme ça pour le Petit Lenormand. Alors si, peut-être des choses imprimables en anglais qu'on peut trouver sur certains sites, où des personnes ont créé des tableaux comme ça imprimés, mais en version coffret, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres plateaux annotés des mots-clés qui correspondent. Là, c'est pas un Petit Lenormand, hein, je rappelle, c'est très différent, ça n'a rien à voir. On est bien sur un jeu qui est basé sur le nouvel Eteia, sur les cartes d'Eteia, donc rien à voir, mais dans le principe, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé, que j'ai conçu pour pouvoir rendre accessible à tout le monde ce tirage que je trouve absolument incroyable. Et pour rappel, du coup, de l'autre côté, vous avez la version beaucoup plus... Bah là, ça déborde, hein, ça rentre pas du tout dans le cadrage, à 54 cartes, et qui est aussi très intéressante à faire, mais qui prend un peu plus de temps, puisqu'on a quand même 16 cartes en plus, donc 16 cases en plus qui se rajoutent, donc c'est quand même pas mal de boulot. Voilà pour ce qui était de cette nouvelle vidéo, qui j'espère vous aura donné envie d'expérimenter ce tirage, et puis qui vous aura surtout donné assez confiance pour essayer le plateau qui, honnêtement, reste extrêmement simple à utiliser. Vous l'avez vu dans la première vidéo, même si vous ne savez pas interpréter les tableaux en eux-mêmes, rien que lire la case et le mot-clé de la carte qui tombe dessus, ça vous permettra de faire des super tirages plutôt éloquents. Donc voilà, merci encore pour ce visionnage, je vous dis à bientôt peut-être pour d'autres vidéos. Je vais déjà vous laisser le temps de digérer un petit peu toutes celles que j'ai partagées par rapport aux différentes méthodes de tirage avec le nouvel Eteia. Je vous souhaite de belles expérimentations, amusez-vous bien, continuez de vous faire confiance et de vous lâcher dans vos propres tirages, et puis je vous dis à très bientôt.